Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de l'émission Web TV de l'association Réagir. Au programme ce jour, une thématique sur l'énergie et plus particulièrement sur la filière nucléaire. En effet, je crois que la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine nous a fait aujourd'hui reconsidérer la position de la France concernant son indépendance énergétique. Par ailleurs, le plan de relance du nucléaire et la maintenance du parc existant va nécessiter un nombre de salariés important, ce qui n'est pas forcément simple dans un contexte d'embauche, en tout cas délicat. Et enfin, on va profiter de cette émission pour revenir sur l'impact économique local de cette filière nucléaire. Pour ces échanges sur ces trois thèmes, 4 invités. Tout d'abord, Jérôme Lesaint, directeur du CNPE, Centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom. Jérôme, bonjour. Bonjour Edouard. Jérôme, à vos côtés, Rachel Zirovnik. Rachel, vous êtes maire de Mondorf, vice-présidente du conseil départemental et également présidente de la CLI, Commission locale d'information. Bonjour à vous, Rachel. Bonsoir Edouard. Face à vous, Fabien Cailly, directeur du développement chez De Mathieu Bar et surtout président du GIMES, le groupement des industriels de la maintenance de l'Est. Bonjour à vous, Fabien. Bonjour Edouard. Et à vos côtés, Aline Leleu, proviseur du lycée La Briquerie à Thionville et qui est aussi responsable du campus des métiers et des qualifications de la maintenance et de l'énergie. Bonjour à vous, Aline. Bonjour Edouard. Ma première question est pour vous, Jérôme. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous traversons une crise énergétique qui est sans précédent. Comment voyez-vous la situation actuelle et quelles sont, d'après vous, les perspectives à moyen et long terme concernant cette crise énergétique ? Sur cette crise énergétique, il y a probablement deux enjeux. Un autour du gaz, plutôt lié à la crise, à la guerre en Ukraine. Là, sur les perspectives, c'est pas moi qui ai les solutions pour le coup. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on est en train de trouver des nouvelles filières d'approvisionnement de gaz par du gaz naturel liquéfié en provenance d'Amérique du Nord principalement. Donc ça pourrait nous aider pour l'avenir. Et puis le deuxième volet, il est plutôt sur la production d'électricité en France. On a quelques moyens gaz, donc sans gaz, pas de production d'électricité pour ces moyens-là. Et puis une difficulté sur le parc nucléaire l'année dernière, du fait d'un phénomène métallurgique, la corrosion sous contrainte, qui a amené à arrêter un certain nombre de réacteurs. Là, pour le coup, l'amélioration est en vue. Maintenant, EDF a une stratégie pour traiter ce phénomène-là. C'est le cas à Cattenom. Donc, des réacteurs arrêtés l'année dernière, une douzaine. Cette année, une stratégie standardisée qui permet d'y voir plus clair et d'avoir des perspectives de production d'électricité meilleures pour 2023 qu'en 2022. À ce jour, concernant ces problèmes mécaniques, vous l'avez dit, on est en passe d'avoir résolu le problème et on va vers une situation qui va se réguler gentiment sur 2023 ? On a au total 16 réacteurs qui sont concernés ou très susceptibles de l'être sur le parc nucléaire français. Il en reste encore 6 à traiter sur l'année 2023. Donc pour fin 2023, sur ces réacteurs-là, ce sera fait. Et puis EDF s'est engagé à contrôler tous les autres réacteurs qui sont moins sensibles a priori d'ici 2025. Rachel, après le point de vue d'EDF concernant cette crise énergétique, vous, en tant qu'élu, alors à la fois du département, mais surtout en qualité de maire, comment est-ce que vous gérez les conséquences de cette crise au quotidien, au sein de votre commune, et comment vous avez été touché par cette crise de l'énergie ? Moi, je pense que, voilà, dans un premier temps, il convient de rester, on va dire, de ne pas trop s'affoler, d'appliquer, je dirais, au quotidien du bon sens, essayer de faire le maximum d'économie d'énergie, forcément. Pour la commune de Mondorf, nous avions déjà anticipé le passage au LED de tout notre éclairage public. Donc voilà, cela nous permet de faire quand même des économies conséquentes et de ne pas être forcément impacté, en tout cas moins impacté par la hausse de l'électricité. Moi, j'ai pas du tout de gaz à Mondorf, donc c'est uniquement de l'électricité. Nous avons eu aussi la chance de pouvoir bénéficier d'un groupement de commandes qui est porté par Matec, donc qui est une antenne du département de la Moselle, qui nous permet de nous fournir à un tarif qui reste, voilà, il y a une augmentation, mais qui reste attractif, puisque nous, contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains corps de métier, nous, nos factures vont uniquement être multipliées par 2. Donc voilà, le bon sens, moi je dirais, voilà, le bon sens, ne pas
pour gérer une collectivité, voilà, un petit peu comme on va faire chez soi, c'est-à-dire que chacun doit y mettre du sien et essayer de voir sur quel poste on peut faire attention, faire des économies, éventuellement revoir, et ça c'est aussi en cours, revoir peut-être la rénovation thermique des bâtiments communaux. Et voilà, et s'adapter en fait tout simplement à la situation. Pas d'affolement en un seul mot? Ah non, à mon sens, pas d'affolement, c'est juste s'adapter, comme on a dû s'adapter à énormément d'autres choses. Fabien, je me retourne vers vous. Pour le coup, je vais vous interpeller, je dirais, avant de vous interpeller en qualité de président du JMS, c'est surtout à l'entreprise de Mathieu Barre que je m'adresse. Le coût de revient de l'énergie pour les entreprises est un poste, en tout cas sur l'énergie, qui est très important. Est-ce que ça génère aujourd'hui de réelles difficultés ? Ça génère effectivement de réelles difficultés et c'est assez impactant. Alors là, je vais pas parler que pour de Mathieu Hébard, mais je vais parler pour l'ensemble des entreprises de la région. Et les entreprises ont été obligées beaucoup de s'adapter. Il y en a même, celles qui sont grosses consommatrices d'énergie, certaines ont été obligées d'arrêter leur production, d'autres ont été obligées d'adapter leurs horaires en travaillant par exemple uniquement les nuits. Du coup, ça a joué quand même un très grand rôle dans les difficultés des entreprises actuelles. Même si l'État a compensé quand même par des aides, notamment les boucliers tarifaires pour les TPE, les amortisseurs électricité pour les PME, mais ça ne compense pas l'augmentation qui était quand même très très conséquente, quoi. Et je dirais l'autre problématique, c'est que avant en France, le coût de l'énergie nous offrait quand même un avantage concurrentiel par rapport à l'étranger. Et à l'heure où on veut réindustrialiser le pays, relocaliser des industries, c'est problématique pour attirer les entreprises. Jérôme, justement, est-ce que cette crise dans l'énergie qui a des conséquences sur la transition énergétique, notamment, est-ce que ça ne va pas permettre au nucléaire de revenir au centre du débat? Et que pensez-vous de cet aspect-là? La crise énergétique nous a amené à produire plus de CO2 en fait en 2022 pour la production d'électricité. Parce que le nucléaire était un peu moins disponible, notamment, et puis il a fallu produire plus d'électricité aussi, parce qu'il y avait moins de gaz disponible. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on manque de moyens de production pilotables et décarbonés. Et ça l'a mis clairement en lumière, et un des seuls moyens pilotables et décarbonés, c'est le nucléaire. Donc oui, ça montre l'importance d'avoir plus de moyens pilotables décarbonés, donc probablement plus de nucléaire dans le mix électrique de demain. Est-ce que ça, Rachel, vous le ressentez au niveau de la population? Est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion a évolué sur le nucléaire et sur le retour de cette place qui est la sienne et justement de l'importance du nucléaire dans le cadre de la décarbonation? Effectivement, moi je dirais que de manière générale, et voilà, notamment à notre situation qui est transfrontalière avec... il n'y a pas vraiment d'évolution dans les faits avec la manière des Allemands, notamment nos amis allemands ou luxembourgeois, de considérer l'énergie nucléaire. Mais je dirais de manière générale, mon sentiment, c'est que le nucléaire est un petit peu moins diabolisé, comme vient de l'expliquer Jérôme. Et en fait, on s'est rendu compte de l'utilité et le fait que ça produisait vraiment, que c'était le moyen d'avoir de l'énergie décarbonée. Donc, je pense qu'il y a meilleure presse pour l'énergie nucléaire. Et au niveau de la commission locale d'information, qui est aussi un organe où on échange, où on peut ressentir des tendances à travers les questions qui nous sont posées ou les actualités. C'est vrai que là aussi, on va dire, la pression sur l'utilité ou l'obligation de passer par le nucléaire, je la ressens moindre, moins présente. Donc ça veut dire qu'on s'est rendu compte que l'exemple des Allemands qui avaient rallumé leur centrale à charbon, ça fait pas très bonne presse, donc ça s'équilibre.
Je me tourne maintenant vers vous, Aline. Je rappelle que vous êtes la proviseure du lycée La Briquerie. Est-ce que là aussi, on reviendra sur les formations dans une thématique un peu plus tard dans l'émission, on ressent chez vos élèves, les étudiants, leurs parents, un engouement pour la filière du nucléaire d'une manière générale et même du technique dans votre établissement? Il y a un peu un retour aux sources? Effectivement, il y a un réel engouement pour les formations et pour ces métiers du nucléaire. Déjà, d'une part, parce qu'eux-mêmes veulent concourir et participer à élaborer des solutions et des alternatives dans le cadre de la crise climatique. Et donc, l'électricité décarbonée réalisée par le nucléaire est un élément pour lesquels les élèves sont particulièrement sensibles. Et parce que aussi, il y a la connaissance de ce qui se fait sur la centrale nucléaire de Cattenom en matière de sûreté, qui rassure un grand nombre de personnalités, dont les parents. Les dernières annonces montrent qu'il y a des perspectives et des emplois futurs, et donc forcément, ça concourt aussi à rassurer les parents sur l'avenir de leurs enfants et sur la possibilité qu'ils auront de se projeter 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à des études d'ingénieur. C'est un fait réel aujourd'hui, le fait qu'une centrale ne soit pas délocalisable et que justement le plan de relance et notamment le programme annoncé par le gouvernement sur les EPR2, c'est quelque chose qui est pris en compte par les parents et par les élèves? C'est effectivement des choses qui commencent à être prises en compte. D'ailleurs, on constate qu'on a davantage d'élèves inscrits dans les filières concernées, ce qui était réellement plus compliqué les années antérieures, même si on est sur des années de transition avec des évolutions et des marges de progrès possibles, puisqu'il s'agira aussi de répondre à l'ensemble des besoins dans le futur. Besoins qui sont, je le rappelle, très, très importants, mais on y reviendra aussi tout à l'heure dans la suite de cette émission. Fabien, cette fois c'est au président du GIMES, le groupement des industriels de la maintenance de l'Est que je m'adresse. Cette crise oblige les entreprises qui travaillent directement ou indirectement d'ailleurs dans le domaine de l'énergie à revoir leur stratégie, avec l'innovation qui devient prépondérante et un facteur de performance indéniable pour ces entreprises. Comment aujourd'hui les acteurs de la filière s'organisent et concentrent leurs efforts pour que les développements technologiques pullulent dans cette filière nucléaire? Alors déjà, ce n'est pas la crise qui a poussé les entreprises à se développer vers l'innovation. On y était déjà dans les années précédentes, parce que quand on cherche à gagner en performance, à aller chercher de nouveaux marchés, on est obligé aussi de passer par le levier de l'innovation. Ensuite, côté nucléaire, on se rend compte, avec le problème qu'il y a eu sur la CSC, que l'innovation est omniprésente, parce que ça a permis d'aller développer des nouveaux outils de contrôle sans découper les tuyauteries, et ça, c'est, je dirais, le contexte qui a poussé l'innovation, mais l'innovation est présente dans le domaine. Et si on raisonne à la maille régionale, quand on voit des projets comme Fessenheim, donc démantèlement d'une centrale, quand on voit des projets comme Bure, ce sont des choses où on n'a pas de retour d'expérience sur ces sujets-là, donc ça va être propice à développer énormément les innovations. Localement, on travaille beaucoup avec Materalia sur ces sujets-là, qui aide les entreprises justement à trouver, à développer des solutions, à aller chercher des financements pour les développer, à mailler les entreprises avec des startups, avec le monde universitaire. Voilà. Donc, je dirais, sur la maille régionale, le GIMES, Materalia, les entreprises sont bien maillées pour avancer sur ces sujets-là. Aline, même si initialement je n'avais pas prévu cette question, est-ce qu'aujourd'hui les jeunes sont sensibles à ce côté innovant que peut porter la filière nucléaire? Oui, tout à fait. Ils sont eux-mêmes déjà projetés dans leur monde d'aujourd'hui sur des pratiques innovantes, sur la technicité et donc sur le fait d'imaginer des process ou d'imaginer de nouvelles techniques de demain. Et je pense que c'est ce qui crée aussi de l'émulation et qui crée leur motivation. Très bien. Si je peux juste rajouter quelque chose, du coup en lien avec la question que tu viens de poser à Aline, l'innovation, on essaye aussi de la développer justement pour montrer l'attractivité de nos métiers. On cherche des outils, que ce soit du numérique ou tout ça, qui parlent aux jeunes pour les attirer vers la filière.
Merci pour ce complément d'information, Fabien. Jérôme, on a évoqué tout à l'heure le sujet très rapidement, on a parlé de décarbonation. Il y a quelques années, on parlait du nucléaire comme une énergie propre, sûre et compétitive. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui et comment c'est perçu ? Alors, je dirais oui. Sur la sûreté, c'est la priorité pour les exploitants nucléaires. Donc, toutes les personnes de la centrale de Cattenom ont ça en tête. Propre, j'en parlais tout à l'heure, le nucléaire est le moyen de production d'électricité le plus décarboné. Si on regarde le cycle de vie complet de l'installation, de sa construction à sa déconstruction, c'est au même niveau, voire mieux que certaines énergies renouvelables comme les éoliens, et sensiblement mieux que l'énergie photovoltaïque. Voilà, donc il n'y a pas de doute. Propre. Compétitive, le parc nucléaire existant, si on le prolonge, c'est probablement le moyen le moins cher d'avoir de l'électricité à l'avenir. Et peut-être je rajouterais 2 qualificatifs. Indépendance, on le voit dans le contexte de la crise actuelle, le nucléaire permet de ne pas être dépendant d'autres pays. Effectivement, il faut aller chercher de l'uranium à l'étranger, mais il y a des sources assez diversifiées et on peut aller assez loin le chercher. Donc il n'y a pas de problématique géostratégique sur ce sujet-là. Voilà un peu pour le nucléaire, c'est qualificatif. Et il y a de l'avenir sur le sujet, c'est pas délocalisable non plus. Et c'est ce qui fait qu'on aura besoin de personnes à l'avenir. On va justement rester sur cet avenir très très proche en ce qui concerne la centrale nucléaire de Cattenom. Vous avez évoqué tout à l'heure les aléas techniques sur les tranches de Cattenom, avec d'ailleurs une particularité, cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu juste un seul nuage de vapeur d'eau sortir d'un aéroréfrigérant. Quid du planning des arrêts de tranche sur 2023 ? Est-ce qu'on va se retrouver à nouveau dans une situation où on ne verra qu'une seule tranche en fonctionnement ? Normalement, non. Le planning, il est dense pour 2023. Je disais, le phénomène de corrosion sous contrainte, on doit encore finir de l'absorber. Notamment, nous avons encore des contrôles à réaliser sur le réacteur numéro 2. Ça va être fait dans les prochaines semaines. On a des tuyauteries à remplacer aussi sur le réacteur numéro 1. Donc, d'un planning initial où nous avions 3 arrêts à réaliser sur l'année, on passe à un planning avec 4 arrêts et demi. Donc, une charge dense. Ce qui veut dire aussi probablement 2 réacteurs à l'arrêt en parallèle à certains moments. Ce qu'on veut éviter, en tout cas, c'est ce qu'on a connu l'été dernier, à un moment donné, où 4 réacteurs étaient à l'arrêt, ce qui était une première pour le site. Ça ne devrait pas se produire dans l'année qui vient. Maintenant, on y voit un peu plus clair, on arrive à mieux planifier les choses. Merci beaucoup pour ces compléments d'information, Jérôme. Fabien, on l'a vu tout à l'heure, il y a eu certes la crise en Ukraine avec un effet dévastateur sur les coûts d'énergie. Mais juste avant ça, rappelons-le, la crise du Covid a eu aussi, je crois, un effet très important dans l'organisation du travail et particulièrement dans la maintenance nucléaire. Quel enseignement vous en tirez côté entreprise partenaire et comment les salariés ont vécu cette période ? Je dirais déjà, on est content que le Covid, même s'il existe encore et si on a toujours les procédures en cours pour l'éviter, mais on est quand même content que cette période soit derrière nous. Pour rappel, les centrales nucléaires ne se sont pas arrêtées pendant la période Covid, donc je dirais toute la partie maintenance courante, on a été obligé de la maintenir. La vraie problématique, ça a été, je dirais, le décalage de tous les arrêts programmés, des maintenances programmées qui ont aussi contribué à la mise en tension de la filière et des entreprises de la filière. Après, au-delà de ça, moi, je tiens à saluer quand même la capacité d'adaptation de nos salariés justement par rapport à tout ça, parce qu'on a su développer assez vite des procédures pour revenir travailler. Les gens se sont adaptés très vite, ont pris cette charge-là en plus de leur travail habituel. Et voilà, donc on a réussi à passer cet épisode comme ça. Par contre, là où ça laisse des traces, c'est que ça a changé un peu la relation au travail que les Français pouvaient avoir. Et ça fait partie aussi de l'attractivité de la filière. Il faut aussi qu'on adapte nos entreprises à ce que les jeunes maintenant attendent aussi, donner du sens à son travail, comment avoir une entreprise bienveillante. Enfin voilà, tous ces enjeux-là n'étaient pas forcément perceptibles avant toute cette phase Covid. Jérôme, vous constatez ce même changement de rapport au travail suite au Covid ? Alors nous, on le voit un peu moins parce que il est difficile de piloter une centrale nucléaire à distance sur son smartphone. Voilà, donc très peu de télétravail aujourd'hui, plutôt les fonctions support qui peuvent travailler à distance. Mais on le voit quand même dans les entretiens d'embauche.
cette attente de travail à distance quelques jours par semaine. Voilà. C'est probablement moins vrai dans l'industrie que ça peut l'être dans d'autres milieux. Rachel, je l'ai dit dans l'introduction, hein, vous êtes présidente de la commission locale d'information. La transparence de l'information à la population est un gage de confiance pour le territoire. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce sujet, sur la mission qui est la vôtre au travers de la présidence de la CLI ? Oui, Edouard, en effet, donc la CLI, chaque centrale nucléaire dispose d'une CLI, c'est légal, ça a été institué, celle de Cattenom, elle existe depuis 1983. Moi, j'ai l'honneur de la présider depuis 2015, et c'est vrai que c'est à la fois, c'est une lourde tâche parce qu'il faut jongler entre les personnes qui composent la CLI et qui ne sont pas forcément... il y a des pros et des anti-nucléaires au sein de la CLI, puisqu'il y a plusieurs collèges, il y a des élus, il y a les syndicats. Je vais en oublier, donc je m'arrête là, parce que je sais qu'il y a 5 collèges. Ils nous pardonneront, en tout cas. Voilà, je pense. Et c'est... En tout cas, ce qui est important à mes yeux et aux yeux de tous les membres de la CLI, de l'exploitant et de l'ASN aussi, c'est de mettre en avant déjà la sécurité, c'est le maître mot, comme l'a dit Jérôme. Et c'est vrai que lors des réunions de la CLI ou dans toutes les communications que nous pouvons avoir, c'est la sécurité qui est mise en avant. C'est toutes les opérations pour assurer la sûreté du CNPE. Et la transparence, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement ou un incident, il est immédiatement communiqué. Et je pense que c'est très important pour la perception générale que peut avoir la population. Et l'outil me paraît vraiment important pour tous les vecteurs, et qu'on puisse l'utiliser comme vecteur de communication et d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup sollicité par vos collègues élus en tant que présidente de la CLI pour des compléments d'information ? Franchement, pas. Alors, ici, vraiment, au niveau local, Nord-Mosellan, où les communes qui sont concernées par le périmètre, pas énormément. Au moment où on a eu le changement de périmètre, il y a eu un petit flottement parce que tout le monde ne savait peut-être pas forcément dans quel périmètre ils se trouvaient, où ils allaient se retrouver. Il y a peut-être un petit peu plus de questions au moment où il y a les campagnes d'information ou de distribution de l'iode. Au début du conflit ukrainien, j'avoue que il y a eu quelques interrogations aussi par rapport au comprimé d'iode. C'était un petit peu un effet domino et une certaine crainte, mais je pense qu'ici localement il y a vraiment l'information, elle circule bien et il y a très peu de demandes de compléments d'information. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations et vous pourrez d'ailleurs retrouver sur un synthé comment retrouver les informations de la CLI. Merci. Jérôme, en l'occurrence, on l'a dit tout à l'heure, le président de la République a décidé de relancer le programme nucléaire avec notamment des EPR2, ce qui va nécessiter beaucoup de ressources humaines dans cette filière. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres sur les besoins en ressources humaines de cette filière nucléaire et l'évolution des effectifs au sein de la centrale, les types de métiers que vous recherchez, parce que je crois qu'il y a de nombreux métiers en tension, les niveaux d'études auxquels vous recrutez, et notamment faire un focus sur le rôle précis de l'alternance dans le recrutement, parce que je crois que vous recrutez beaucoup sous la forme de l'alternance. Oui, alors il y a le nouveau nucléaire, Edouard, effectivement, mais il y a aussi le nucléaire existant, parce que ce que le président de la République a annoncé, c'est ce qui n'est pas inscrit dans la loi actuellement, c'est une prolongation du nucléaire existant pour un certain nombre d'années. Ce sera un des enjeux pour Cattenom de prolonger le fonctionnement au-delà de 40 ans et jusqu'à 60 ans, voire plus. Et ce qui va nécessiter des recrutements effectivement importants. Si on prend à l'échelle nationale, on estime entre 10 et 15 000 recrutements par an. Par an. On est bien pour plusieurs années dans la filière nucléaire. Pas que chez EDF, forcément, mais toute la filière nucléaire. Et dans le GIMEST, ce sera le cas également. Si on reprend plutôt autour de Cattenom, on estime sur les prochaines années autour de 400 personnes, 400 recrutements par an dans la région pour travailler dans le nucléaire. Si je prends le cas de la centrale à proprement parler, c'est une centaine de recrutements annuels qui sont prévus pour
pour les prochaines années. Alors, dans quel domaine ? C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On les cherche dans plusieurs domaines, en fait, ces personnes et ces compétences. Premier, peut-être le génie civil, et c'est pas Fabien qui me contredira. Et pour construire des centrales, mais même pour faire la maintenance des centrales, on a besoin de gens qui maîtrisent le génie civil. Donc, gros besoin là-dedans. Sur le soudage aussi, des écoles de soudage qui ont été développées à certains endroits en France. Il y a des moyens de les développer aussi du côté de Thionville. Des gros besoins en termes de soudage et plus globalement de la chaudronnerie. Mais c'est vrai aussi dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électricité pour la maintenance. Voilà, des gros domaines où il y a des besoins en tout cas. Alors, naturellement, je me retourne vers l'éducation nationale. Aline, à la briquerie, d'ailleurs, où je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes labellisé Campus des métiers de qualification énergie et maintenance. Comment est-ce que vous préparez l'avenir sur la transformation de ce campus et le développement des formations dans le domaine de l'énergie, et plus particulièrement du nucléaire ? Est-ce que vous avez des cursus de formation à nous présenter ? Oui, alors vous avez raison. La particularité d'un campus, et c'est cette transition-là qu'on est en train d'exercer dans le cadre d'un campus d'excellence et sur la région Grand Est, c'est d'être un écosystème qui réunit l'ensemble des organismes de formation dont fait partie le lycée de la Briquerie, mais pas uniquement. C'est l'ensemble des partenaires industriels tels que EDF et des associations telles que le GIMEST, mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales pour réfléchir à comment proposer ces nouveaux métiers et comment en informer. La preuve en est, c'est que dans le cadre du cursus initial, donc scolaire, à la rentrée prochaine, va être créé un bac pro TIN, donc un bac pro technicien installation en environnement nucléaire, pour répondre en partie aussi aux besoins qui sont ceux d'aujourd'hui. Mais on va être aussi sur des colorations, c'est-à-dire la possibilité pour certains diplômes, que ce soit en électricité, que ce soit en mécanique, que ce soit en électrotechnique, d'être sensibilisés sur le travail en environnement nucléaire ou d'être dans des spécialisations et donc d'apporter des modules qui viendront compléter les connaissances du diplôme existant pour ouvrir à la radioprotection, pour ouvrir à l'environnement nucléaire, pour ouvrir au soudage. Si j'ai bien compris, c'est des sortes d'options que vous venez rajouter dans le domaine du nucléaire à des formations existantes, c'est bien ça ? Pour déjà, dans un premier temps, les sensibiliser avant d'être sur des créations qui répondront aux besoins de demain, qui sont ceux qu'on va découvrir au fil du temps. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui ne se faisait pas avant ? C'est quelque chose de nouveau qui ne se faisait pas systématiquement avant. Oui. Et juste pour avoir un ordre d'idée, aujourd'hui, ceux qui veulent rentrer en bac pro TIN, c'est combien de places qui vont être ouvertes ? Là, à l'heure actuelle, on est sur 20 places. D'accord, très bien. Et vous trouvez facilement aujourd'hui des candidats ? Il commence à y avoir, comme vous le disiez tout à l'heure, une vraie appétence pour ces métiers ? Là, à l'heure actuelle, je pense qu'on devrait trouver effectivement les candidats qui auront l'appétence pour ces métiers-là. Mais il s'agit aussi de couvrir l'ensemble des autres formations qui répondent aussi à ces besoins-là et pour lesquels il s'agit bien de les rassurer et de leur dire « mais Jérôme vient de le faire et que demain, des emplois seront accessibles et qu'il y a réellement des perspectives ». Fabien, Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, 10 à 15 000 emplois sur l'ensemble de la France à recruter. Sur Catnum, Jérôme, sauf si j'ai une bêtise, 400, dont une centaine pour EDF, ce qui voudrait dire à peu près 300 pour les prestataires. Vous avez des difficultés à recruter et à former dans vos entreprises. Il y a beaucoup de métiers qui sont porteurs. Quelle est aujourd'hui réellement la situation côté prestataire et quel dispositif déployez-vous pour rendre ces métiers plus attractifs de votre côté également ? Comme le disait Jérôme, les besoins vont être énormes. On dénombre à peu près une vingtaine de métiers qui sont considérés sous tension, donc qu'il faudra pourvoir dans les années à venir. Et on aura courant mars là, normalement les résultats du projet Match porté par le GIFEN qui donnera justement des perspectives métier par métier des besoins en personnel pour les 10 ans à venir. Mais du coup, effectivement, la question principale, c'est l'attractivité de nos métiers et plus généralement l'attractivité des métiers de l'industrie. Alors, on travaille, je dirais, sur plusieurs domaines. On participe et on organise des forums pour faire découvrir nos métiers. Par exemple, semaine prochaine à Chaux, il y a un événement qui s'appelle le Showtime, donc qui est dédié à l'emploi, mais également une journée dédiée à la découverte des métiers pour les collégiens. Catnum va organiser les 17 et 18 mars, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Un événement
éléments similaires pour amener également les jeunes à venir découvrir les métiers, mais pas seulement. On n'est pas là juste pour leur parler de nos métiers, ils sont là pour toucher, pour tester, pour avoir une vision un peu différente de ce qu'on pouvait faire auparavant. Ça, c'est un mea culpa qu'on peut tous se faire. En tout cas, on progresse en la matière. Je pense, oui. Mais on n'a pas le choix de toute façon que de progresser. Je pense aussi à l'événement Show Industrie qui avait été organisé par l'UIMM l'an passé, là, au mois de novembre, qui a été un événement qui a ramené énormément de monde. C'était une vraie réussite. Et c'était vraiment très agréable de voir tous ces jeunes venir et qui étaient intéressés vraiment par le nucléaire. Enfin, c'était beaucoup se projeter dans la filière nucléaire dans le futur. Ensuite, au-delà de tous ces forums, on essaye de travailler avec les écoles, avec l'éducation nationale pour rentrer dans les écoles, rentrer dans les collèges, aller parler de nos métiers. Et enfin, je dirais côté GIMEST, on a été lauréat d'un appel à projet France Relance dans le cadre du renforcement des compétences. Et ce projet s'appelle Comet, on le développe avec le campus, avec EDF et avec des partenaires industriels. Et ce projet-là est justement pour but d'attirer, d'acculturer et de former autrement les jeunes, mais pas que, à nos métiers du nucléaire. Rachel, j'ai maintenant pour vous, je pense, la question la plus compliquée de cette émission. Aujourd'hui, maintenir l'emploi local est quelque chose certainement de primordial, en particulier sur notre territoire frontalier, qui, avec le Luxembourg, aspire l'ensemble peut-être pas l'ensemble, mais une bonne partie en tout cas de nos compétences, et ça pose réellement un problème localement avec une pénurie de ressources humaines. Dans le cadre de vos actions départementales en Moselle, est-ce que vous pourriez évoquer quels sont les dispositifs d'accompagnement, de retour à l'emploi pour certains? Et enfin, est-ce qu'on ne pourrions-nous pas éventuellement imaginer un dispositif spécifique dédié à la filière nucléaire? Édouard, oui, c'est une question compliquée. Je m'en excuse par avance. Non, il n'y a pas de souci. Et je vais pouvoir y répondre que partiellement parce que, voilà, l'enjeu... parce que ça représente un véritable enjeu à la fois pour notre jeunesse et aussi les personnes en recherche d'emploi ou qui sont éloignées de l'emploi. La formation, l'accompagnement à la formation, c'est plutôt une compétence de la région. Mais ça ne signifie pas que le département n'y travaille pas du tout. Et il y a de nombreuses collaborations qui existent. Le département, au titre de l'accompagnement à l'enseignement supérieur, nous soutenons l'IUT de Thionville-Lutz, qui a une filière de gestion des déchets. Si je ne m'abuse, il y a un BUT. Nous avons c'est ça ? Contrôle non destructif. Voilà, oui. Contrôle non destructif. Il y a aussi... des partenariats importants avec l'Institut de soudure. Enfin, voilà. Donc, on va dire dans cet accompagnement, nous sommes présents et nous accompagnons les actions qui sont menées conjointement avec l'éducation nationale. Idem, voilà, dans la gestion des collèges qui incombent au département, il y a forcément cette partie de mise en relation avec les métiers notamment du nucléaire, qui sont en tension. Il y a eu, si on se place sur l'aspect solidarité, qui est la compétence du département principal, où nous avons essayé, au niveau de l'insertion et de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, de mettre en place certains dispositifs. Alors, ça a été profitable à certains, mais pour le moment, on repart dans des compétences vraiment sociales où on s'est rendu compte que, voilà, on n'est pas dans une situation de plein emploi, mais il y a quand même, voilà, le marché est tendu, on a en plus le Luxembourg. Donc, en fait, les personnes dont nous avons... que nous devons prendre en charge au titre de la solidarité et de l'insertion, nous sommes rendus compte qu'elles étaient quand même très, très éloignées de l'emploi et ça demande un travail en amont avant de les remettre dans le circuit et puis peut-être passer par tout ce qui est mis en place au niveau de l'alternance, de nouvelles filières de formation.
Voilà, donc c'est Un sujet en tout cas éminemment complexe qui Oui. mérite de remettre l'ouvrage sur le métier de manière Oui. très récurrente. c'est fait de manière récurrente et en fait, je veux dire, tous les interlocuteurs qui sont présents ici ce soir et voilà, même d'autres entités, nous travaillons tous dans le même sens et puis voilà, pour trouver des dispositifs innovants et qui vont rendre service au marché de l'emploi et au CNPE en l'occurrence. Merci Rachel pour ce complément d'information. Jérôme, on va faire un petit bond en avant. Je vous parlais tout à l'heure des arrêts sur 2023. On va aller un peu plus loin en 2026. Normalement, si mes informations sont bonnes, ça va être les 40 ans de la tranche 1 de la centrale. C'est-à-dire qu'on va attaquer un nouveau cycle de visites décennales. Aujourd'hui, ces visites et cette maintenance ont un impact important en termes de retombées économiques sur le territoire. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelles sont ces retombées économiques, qui plus est quand il s'agit d'une visite décennale qui, si j'en ai une bonne mémoire, dure quand même un peu plus longtemps qu'une visite traditionnelle, si je puis dire. Effectivement, les 40 ans sera en 2026 et la 4e visite décennale pour le réacteur numéro 1 débutera en 2027. Mais en fait, ça veut dire dès maintenant, en fait, ça va commencer en 2024, les travaux préparatoires pour ces maintenances-là. On a à peu près 3500 personnes qui viennent sur site et effectivement la durée est un peu plus longue, on est plutôt sur des arrêts qui durent pas loin de 6 mois. Donc l'impact de la centrale d'un point de vue économique, c'est des emplois, on en a parlé tout à l'heure. J'ai pas parlé de l'alternance, mais c'est aussi 80 alternants à la centrale. Donc c'est parce que l'alternance c'est vraiment un moyen important en termes de recrutement. C'est un peu ce que j'appelle la voie royale quand je vois les alternants qui arrivent chez nous. Ça permet pour le jeune de découvrir un métier et de se faire son idée, et puis pour nous aussi pour découvrir la personne. Si on revient sur ces alternants, il y en a de plus en plus ? Depuis quelques années, en tout cas, on a développé l'alternance, le recrutement au niveau de l'alternance. La moitié de nos recrutements, il y a 2 ans, était issu de l'alternance. Alors on en a plus, donc on est plutôt autour de 20%. Mais on en prend de plus en plus, nous. Et je pense que ça se développe aussi dans d'autres entreprises en dehors d'EDF. Donc pour ceux qui avaient un doute sur l'alternance, c'est vraiment un moyen de découvrir les métiers rapidement, de connaître une entreprise et de s'immerger progressivement dans le monde du travail. Donc vraiment une voie royale. Je reviens sur le chiffre que vous avez énoncé précédemment. 3000 à 3500 personnes sur une visite décennale. Pendant combien de temps ? Quasiment pendant les 6 mois que dure la visite décennale. C'est un peu moins de 6 mois, mais l'ordre de grandeur, il est là. Et donc après, en termes d'impact, il faut pouvoir se loger, il faut pouvoir se nourrir. Donc c'est autant d'impact que ça peut avoir autour de la centrale. Fabien, ce chiffre est impressionnant. Comment, du côté des entreprises, on arrive à s'organiser face à cette montée en charge très conséquente des activités sur un CNPE comme celui de Cattenom ? Je dirais il y a 2 choses. Il y a le sujet compétences initiales, on en parlait de tout à l'heure par rapport à l'ensemble de la filière, où là il faudra trouver du monde, mais il y a aussi tout un volet qui se travaille avec EDF sur l'organisation au niveau national des échelles, du planning de maintenance, parce que comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de déplacements, des gens qui bossent à Cattenom, qui vont bosser à Nogent après, qui vont bosser à Chaux, ou même ailleurs que sur la plaque Est, et il y a besoin d'avoir un dialogue permanent avec EDF pour justement limiter la mise en tension des entreprises en lissant au maximum, je dirais, les activités sur ces visites décennales ou d'autres visites. Ensuite, donc sur le volet compétences, on travaille aussi nous avec les entreprises pour faire bien du premier coup, parce que un des meilleurs moyens de ne pas faire beaucoup d'heures, c'est d'éviter de faire des erreurs et de recommencer des activités. Et là, donc le GIMES, qui est organisme de formation et qui a son propre chantier école à Yutz, accompagne les entreprises, propose des formations pour à minima le maintien des compétences et la montée en compétences du personnel des entreprises. Et c'est un travail de planification qui se fait dès à présent pour se préparer à cette échéance qui est relativement lointaine. Oui, il y a déjà un travail avec les équipes de la politique industrielle d'EDF, justement, sur la préparation de ce planning des activités. Et vous vouliez ajouter quelque chose, Jérôme ? En complément, juste, sur les travaux qui sont confiés aux entreprises partenaires, on essaie d'en dédier
un pourcentage significatif aux entreprises locales. Quand je dis locales, c'est le 57, le 54, Moselle, Meurthe et Moselle. Voilà, plus d'un tiers des travaux qu'on confie à nos partenaires sont faits avec des partenaires locaux. Merci pour cette transition qui concerne notre département. Rachel, j'ai maintenant pour vous une question un peu plus bienveillante que celle de tout à l'heure. La présence d'une industrie aussi importante en Moselle qu'est celle du CNPE Cattenom est-elle un atout pour notre département ? En tout cas, votre voisin de droite semblait dire que oui. Et en l'occurrence, ce que nous ne pourrions pas envisager un label MOSL pour le CNPE de Cattenom ? En effet, bon, la présence d'une industrie forte en Moselle, qu'est le CNPE, est forcément un gage d'excellence. Et alors, peut-être pas le label Moselle, mais pourquoi pas ne pas réfléchir peut-être à un label industriel à trouver, en tout cas qui serait une déclinaison du label MOSL, voilà, qui pour l'instant concerne plutôt des produits locaux Jérôme, ou des choses comme ça. Jérôme, vous venez de lancer un nouveau label sur notre département, vous seriez le premier détenteur. Et je trouve que l'idée est très bonne parce que, bon, notre terre mosellane, voilà, on a été quand même le fleuron dans Mosellan, on était le fleuron de la sidérurgie avec les deux Vadel à Hayange. Et voilà, il y a aussi un héritage à perpétuer. Et voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça a fait germer une idée dans ma tête. On compte en tout cas sur la vice-présidente du département pour remonter cette idée jusqu'à Avec Metz. plaisir. Merci beaucoup. Aline, en lien avec l'activité industrielle de la centrale et les nouvelles technologies qui y sont développées, comment est-ce de votre côté, vous préparez l'avenir en imaginant de nouvelles formations afin de mettre à niveau les jeunes et de leur donner de nouvelles compétences ? Vous avez raison, les formations doivent s'adapter aux besoins et aux réalités. Et l'évolution de ces formations se fera par le biais du campus, du CTDI, qui permettra de répondre à ces différentes demandes et par les moyens dont je vous ai expliqué précédemment. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un élève qui était diplômé. Alors on parle beaucoup d'alternance et de la possibilité de rentrer rapidement dans le monde de l'entreprise et notamment dans le domaine nucléaire. Nous avions, dans nos diplômes initiaux, des élèves qui étaient préparés, mais qui n'étaient pas forcément préparés à cet environnement. Et le but est de faire en sorte qu'ils puissent acquérir les habilitations ou le savoir commun qui favorisera le fait qu'ils puissent accéder et qu'ils puissent rapidement répondre aux besoins en matière de métier. Et donc, de ce fait, examiner comment, dans le cadre de nos référentiels, des éléments pragmatiques viendront s'ajouter à ce qui existe déjà. Des journées portes ouvertes bientôt dans votre établissement, je crois ? Alors, on a la chance d'avoir nos portes ouvertes le 10 au soir, en soirée. Le 10 mars ? Le 10 mars, excusez-moi, c'est vrai, vous avez raison. Pas de souci. Le 10 mars en soirée à partir de 16h30. Nous arrivons presque au terme de cette émission, mais je tenais juste d'abord à laisser la parole à Jérôme, à la fois pour conclure, mais aussi pour nous parler d'une manifestation, on l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, qui se déroule à Cattenom les 17 et 18 mars, avec, je crois, le 18, une ouverture tout public, un peu comme les portes ouvertes du 10 mars au lycée La Briquerie. Il se passe quoi le 18 mars 2023 sur le site de Cattenom, Jérôme ? Alors le 17, ce sera plutôt pour les jeunes qui sont au collège notamment, au lycée aussi. Donc il y a déjà des scolaires qui viennent... Qui viennent le 17 et le 18. On viendra présenter nos métiers, ceux de la centrale, mais ceux aussi des partenaires industriels. Les métiers pour lesquels on va rechercher du monde. Donc on aura des personnes de la centrale, des entreprises qui viendront expliquer concrètement qu'est-ce que c'est leur métier pour un peu mieux démystifier ce qui se passe derrière les barbelés d'une centrale. Et c'est bien ouvert à l'ensemble du public. C'est ouvert à tout le monde. Jeunes, moins jeunes, ceux qui cherchent de l'emploi, ceux qui sont curieux, tout le monde peut venir. Le temps passe très vite et malheureusement nous arrivons déjà au terme de cette émission. Laissez-moi juste remercier l'ensemble de nos 4 invités pour la pierre qu'ils ont apportée à l'édifice. Merci beaucoup, à très bientôt. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.